avant qu'ils n'eurent le temps de renoncer. Deaton indiqua alors une seule chose, le vestiaire. Ils prirent alors tous un masque à gaz, car ouvrir Rocky était peut-être dangereux. Deaton dit alors à Allison, à Derek, à Peter, à Styles et à Scott de prendre tous un masque à gaz, ce que Lydia fit en premier. Je pense que ce soir-là, pour rejoindre Rocky, pour savoir comment elle a été tuée, il fallait remonter jusqu'à ses origines. Clairement, le froid de son sang était si faible que l'on pensait envisager une autopsie générale. Cela nous a pris 3 mois. 3 mois pour rafler la surface de Rocky. 3 mois pour pouvoir rafler la surface de Rocky, accepter qu'elle était morte. Et étonnamment, Deaton nous conseilla de ne plus revenir voir Rocky. Étonnamment, à titre juste, il nous conseilla de ne plus jamais revoir Rocky. Il s'agissait d'un acte de toute bravoure, auquel Lydia et en lequel Derek et Styles, ainsi que Scott et Peter devaient obéir. Il était obligatoire de ne plus revenir la voir. C'était un ordre, ce n'était pas quelque chose à dire. Ce n'était pas quelque chose à dire, à apporter sur un plateau. On a raflé la surface de son corps pendant tellement longtemps que nous étions désenchantés de le regarder. C'était un ordre, il fallait accepter étonnamment de ne plus jamais la voir, plus jamais la revoir. Quand il s'agit de sauver quelqu'un dans cette ville, quand il s'agit de sauver quelqu'un, il y a toujours des dégâts considérables, considérablement grands. Quand il s'agit de tuer quelqu'un, il y a toujours d'autres dégâts. Mais cette fois-ci, nous avons pris trois jours à faire un diagnostic parfait. Nous avons pris 3 jours pour faire un diagnostic parfait de Rocky. Cela nous a pris 3 jours. 3 jours clos, minute pour minute, heure pour heure. 3 jours clos, minute pour minute et heure pour heure. Deaton avait fait ça jour après jour. Une autopsie pour le système cardiaque, une autopsie pour le système respiratoire, et une 3e et une dernière pour le système nerveux. 3 jours clos, heure pour heure, temps pour temps. Il fallait obéir, et après les 3 jours clos que nous avons passés, enfermés à l'intérieur de chez Deaton, eh bien nous sommes restés au vestiaire. Il était obligatoire de ne plus aller voir Rocky. Elle était morte. Maintenant son cadavre ne servait qu'à trouver la source de son sang. Accepter que dehors les gens commencent à sombrer dans la folie, l'indépendance, la haine, la rage, ainsi que bien d'autres choses, j'étais pressé de savoir à quoi le monde ressemblait depuis que nous n'avions plus refait surface depuis 3 jours. Nous avons obéi et nous sommes sortis. Nous avons ouvert la porte. Deaton nous a regardés sortir, et ce soir-là, je m'empressais de savoir à quoi ressemblait le monde. Je l'ai rejoint dehors, et j'ai vu que dans la chaumière, j'ai vu un loup mort, asphyxié. Son pelage était noir, alors que quand je passais ma main dessus, en dessous il était blanc. Blanc et brun, d'un brun mocha. Je l'ai regardé, un jeune loup étouffé, asphyxié. Son pelage blanc n'était plus que cendre. Son pelage blanc n'était plus que noir. Lydia m'a regardé. Théo s'est mis par terre, a mis ses mains sur son visage, s'est accroupi, nous a regardés, passant ses mains dans ses cheveux. Il nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait bien faire.
Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire si on ne pouvait plus retourner voir Rocky? On ne pouvait plus retourner voir Rocky. On ne pouvait plus retourner la voir. C'était perturbant de savoir que la seule source de ce sang, qui enfonçait tout le monde dans une rage, dans une colère et dans une haine noire, qui en plus de ça leur faisait sombrer dans la démence, ils avaient tous sombré dans la démence. Ils avaient sombré dans la démence, l'acharnement, la haine et la rage la plus noire que nous n'avions jamais vue. Nous avons raflé le corps de Rocky pendant tellement longtemps que des dégâts considérables se sont passés en dehors de notre monde. C'est alors que je rentrai à l'hôpital. Les murs de l'hôpital étaient couverts de sang, des arrachures de griffes sur les murs. Le papier peint, le parquet, le sol, les rampes, les portes étaient couverts de griffures, des griffes qui en étaient même encore attachées, des dégâts considérables de la terre par terre, des corps laissés pour morts, du conseiller hospitalier qui se trouvait près de ma mère. Du conseiller hospitalier qui se trouvait près de ma mère, derrière un bureau, étalé par terre, recouvert du sang de quelqu'un d'autre. Des griffes considérablement acharnées sur les murs, de la terre par terre. Théo qui regardait l'intérieur de l'hôpital. Des recs derrière, et derrière des recs. Derrière des recs, un peu plus devant Scott, Peter. Tous les quatre, Théo, Scott aux côtés de Théo, Derek et Peter derrière. Styles qui arrivèrent par la suite et Lydia. Vue l'enceinte du bâtiment, recouvert de griffes sur les murs, de sang sur le sol, de cadavres laissés pour morts. Le conseiller, qui était dans le bureau avec ma mère, était considérablement par terre avec une griffe dans la bouche. Avec une griffe dans la bouche, avec une autre qui avait lacéré son torse. On récupéra la griffe à l'intérieur et on fit une autopsie clandestine à l'intérieur de la morgue. On récupéra notre mère, ma mère à moi, Scott. On récupéra la mère de Scott qui s'était cachée en dessous du bureau, qui n'attendait que quelqu'un vienne la sauver. Elle n'attendait que ça, que quelqu'un vienne la sauver, que quelqu'un vienne la prendre et lui dire que la voie était libre. Elle n'entendait plus rien, mis à part les lumières qui éclataient et des disjoncteurs d'électricité qui explosaient. Elle n'entendait plus que ça, sinon derrière, le calme. Scott vint alors à chercher sa mère en dessous du bureau, lui dire que la voie était libre, que les plombs avaient sauté, que les lumières qui se rallumaient et qui se réteignaient, ce n'était qu'à cause de la centrale électrique. Il récupéra sa mère et ils passèrent ensuite par la morgue pour arriver avec la dent et prélever un échantillon. Prélever un échantillon du sang qu'il y avait dessus, du sang de Chimère, ainsi que même du sang de Wendigo. Il était possible que ce soit une attaque de Wendigo et de Chimère. Les Wendigo et les Chimères avaient fait équipe depuis qu'une centaine de loups étaient morts près d'une centaine de némétons différents. À travers le monde, il y en a plusieurs. Seulement, il n'y a que les Argen qui savent combien il y en a. Une centaine de loups étaient morts. Depuis ce jour-là, les Wendigo et les Chimères avaient fait équipe. On s'était tous retournés vers Théo, se demandant pourquoi il ne le savait pas lui, car lui-même était une chimère. Elles avaient fait équipe avec les Wendigo avaient fait équipe avec les chimères, pour pouvoir protéger les loups, ou pour pouvoir se protéger elles-mêmes. Personne ne savait réellement. Je posai la question quand même à ma mère, pour pouvoir avoir le moindre détail de ce qui s'était passé. Elle ne trouva aucune réponse dans l'enceinte de l'hôpital. Elle ne trouva aucune réponse, ni davantage de collaboration avec nous. Elle se mit à part, elle avait tellement peur qu'elle se mit à part. Elle commençait à avoir l'habitude de ce genre de situation. C'était désagréable de la voir comme ça. Je la pris par la main, et on regarda alors le cadavre d'une des chimères qui avait été laissée pour morte. Un Wendigo, à travers lesquels on a pu récupérer sa dent, dans la mâchoire du collègue de ma mère,
qui avait été étendu par terre et laissé pour mort. On récupéra une dent de Wendigo, et on récupéra le sang d'une chimère, ainsi que la dent d'un loup-garou. On les prit tous les trois, et on en fit une analyse concrète. Il n'y avait que ce mélange de 3 ADN distincts. Il n'y avait que ce mélange de 3 ADN distincts. Un homme, un Wendigo et une chimère qui pouvaient sauver l'humanité. Il fallait récupérer un Wendigo qui pouvait encore être vivant, lui arracher sa dent, trouver une chimère qui était encore vivante, lui arracher sa dent, trouver un humain et prélever un échantillon de salive, mélanger les trois, et globalement, la cellule souche qui en sortirait serait peut-être intacte, car la cellule souche qui était sortie du sang de Rocky était une cellule qui n'était plus intacte. Elle était agressive. C'était une cellule agressive, surmenée, surmontée de rage et de haine, qui faisait en sorte que le métabolisme humain, loup-garou, chimère ou Wendigo se mette à partir en dérive. C'est alors qu'on prit la dent du loup qui avait été récupérée, la dent de la chimère, ainsi que le sang d'un homme qu'on avait récupéré. Ces 3 ADN-là qu'on avait apportés à Deaton, il les mélangea, cellule souche par cellule souche, l'homme, le Wendigo, et ensuite le loup-garou. Il nous répéta qu'il y avait un ordre, car l'homme devait arriver en premier, il était la base de tout. Le Wendigo devait arriver en deuxième, car il n'était qu'une légende inventée par l'homme, devenue réalité. Ensuite le loup-garou, car le loup-garou est un homme, et la base d'un peu tout ce qu'il se passe. Ils les mélangèrent dans l'ordre, cellule souche par cellule souche, ADN par ADN, atome par atome et molécule par molécule, ils les mélangèrent. Et il comprit qu'il fallait en arracher une vivante, car cela ne donnait rien. C'était une cellule souche morte. C'était une cellule souche biologique, humaine, Wendigo, loup-garou ou chimère, qui était morte, car on les avait récupérés sur des cadavres. Il fallait en arracher d'un vrai loup-garou, d'un vrai humain et d'un vrai Wendigo. Il fallait la salive d'un humain vivant. Il fallait la dent d'un loup-garou vivant, d'une chimère vivante et d'un Wendigo vivante. Tout cela mélangé donnerait une cellule souche, une ADN et un produit biologique intact contre lequel ce virus serait impuissant. Seulement, comment trouver la solution? S'enfoncer dans la forêt, dans l'obscur, et aller chercher un Wendigo, lui demander à lui arracher sa dent. C'est alors qu'on se tournèrent tous vers Théo. Il nous demanda pourquoi on se tournait vers lui. Pourquoi on le regardait. Lydia se mit alors à parler pour la première fois depuis la mort de Rocky. Elle se mit à parler. Elle s'était tait. Elle n'avait plus rien dit. Elle se mit à parler et elle dit alors à Théo, « T'es une chimère ?» Théo lui répondit tout simplement « Oui ». Lydia lui dit « T'es une chimère, alors donne-nous ta dent ». Lydia avait fait le rapprochement entre le fait que Théo soit vivant et soit une chimère. Personne d'entre nous n'était encore un Wendigo, car ces bestioles sont bel et bien agressives. Ces bestioles sont bel et bien agressives et ont 2 rangées de dents, de laquelle doit provenir la bonne dent, inférieure ou supérieure. La question avait été posée par Scott à Deaton. La dent devait provenir de la mâchoire supérieure, celle qui était exposée au sang et à la chair humaine. Ensuite, Théo s'arracha une dent sur le côté, avec une clé à molette. Il s'arracha une dent avec une clé à molette. Il la prit. Il saignait de la bouche, de la gencive,
Sur les lèvres coulait son sang. Sur ses lèvres coulait son sang. De sa mâchoire coulait son sang. Il récupéra sa dent à l'intérieur de sa bouche. Il la donna à Ditton. Cela faisait déjà une dent de chimère. L'un de nous, celui qui était le plus humain, Styles, donna ensuite sa salive. Il la prit et il la mit dans le même endroit. Le même récipient, le même bocal, dans le même coffre. De la salive de Styles, une dent de chimère qui provenait de Théo. Il ne manquait plus que la dent d'un Wendigo. Scott se métamorphosa en un loup-garou, offra sa dent, se la cassa de la même manière que l'avait fait Théo. Théo qui lui tendit alors la clé. Théo qui lui tendit la clé de 12. La clé de 12 qu'il lui tendit, il la prit alors, cette clé à molette, avec laquelle il s'était arraché une dent. Il lui tendit cette clé, qui était une clé de numéro 12. Il la prit. Théo regarda fixement Scott. Scott regarda fixement Théo. Ils se métamorphosèrent et sa mâchoire devint celle d'un loup-garou. Il prit la clé de 12, et ensuite il prit la clé à molette, la passa sur une de ses canines, qu'il laissa ensuite transparaître en dehors de sa mâchoire, et avec son bras, son avant-bras et sa main, il cassa sa dent. Il l'offrit à Ditton. Nous avons désormais la dent d'un loup-garou, la dent d'une chimère, la salive d'un être humain. Il ne manquait plus que la dent d'un Wendigo, mais il fallait nous enfoncer dans la forêt. Le plus tôt possible, il fallait nous enfoncer dans la forêt. Il fallait nous enfoncer le plus tôt possible dans la forêt, dans les ombres, pour pouvoir aller chercher la dent d'un Wendigo. Car c'est là-bas qu'ils vivent. Le lendemain, Lydia eut une vision. Dans le lycée, elle eut une vision. Elle ouvrit à peine les portes de l'extérieur, que dans le couloir s'infligèrent devant ses yeux une rivée de sang, de cadavres, sur lequel Malia était exposée à celui de Scott. Scott était exposé à celui de Styles. Devant elle, le cadavre de Théo, la gueule ouverte. La gueule ouverte, devant elle, le cadavre de Théo. À côté, le cadavre de Scott. À côté, Styles, et ensuite Malia. Une rivée de sang. Devant elle, dans les couloirs, des griffes contre les casiers. Derek et Peter, dans une classe, allongés par terre. Elle ouvrit son casier, et elle se mit alors à crier, car elle avait vu les obscurités. Et des obscurités de son casier, de l'intérieur de son casier, tombèrent des dents de loup-garou, des dents de chimère et des dents de Wendigo. Elle en récupéra une, se retourna, ferma son casier et ferma les portes du lycée, les réouvrit et vit que tout était normal. Elle prit alors la dent qu'elle avait récupérée à l'intérieur de sa vision, la mit dans sa poche, referma son casier et vint à lui poser la question, Styles, si tout allait bien. Il lui posa la question, et il dit alors que Scott les attendait dehors. Lydia suivit Styles jusqu'à dehors, montrant qu'elle allait bien, dans un silence paisible et calme, elle montrait que tout allait bien. Styles doutait un peu de la vérité de Lydia. Lydia, qui alors referma son casier tout aussitôt, prit son sac et demanda à Styles « Bon, on y va ?» Styles qui répondit tout simplement par un geste « Oui, bon d'accord, suis-moi. » Il lui tendit le bras, elle prit sa main et il partit dehors. C'est alors qu'avec la voiture de Styles, Scott se mit à conduire, prit le volant, arriva jusqu'à chez Ditton, et Lydia déposa sur la table la dent de Wendigo. Ils avaient les 4, la dent de Wendigo, la dent de loup-garou, la salive d'être humain, et la dent d'une chimère. Il mélangea les 4. Il ne fallait maintenant plus que 3 jours pour extraire chaque molécule et en faire un antidote pour pouvoir guérir le monde. Seulement 3 jours n'étaient pas suffisants avant que tout le monde s'entretue. Qu'allait-il se passer si, dans 3 jours, tout le monde s'était entretué? Il tenait bien à sa mère,
il tenait à tout le monde. Tous ceux qui n'avaient pas de pouvoir, il y tenait. Kira allait-elle pouvoir